tous dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. Les femmes sont à l'honneur. En ce 8 mars, date marquant la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'occasion pour nous de dresser un bilan de l'égalité homme-femme sur le continent africain. Où en est-on? Et surtout, quels sont à ce jour les obstacles et défis liés à la pleine participation de ces dernières au développement du continent? Eh bien, on en parle avec un plateau, pour le coup, à 100% féminin. À ma droite, Madame Grace Bayache, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes présidente de la JIFA, Journée internationale de la femme africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À ses côtés, Madame Elsa Voumi, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes présidente de l'association Congo Actif. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et face à elle, Madame Ledingo Mang EPC, bienvenue. Vous êtes chercheure en droit des femmes, fondatrice de l'Alliance des femmes de médias, également productrice et présentatrice télé. Merci. Merci de nous recevoir. La progression vers l'égalité entre femmes et hommes en Afrique est réelle, mais le chemin est encore long. Un focus sur le Rwanda, où les femmes sont majoritaires au Parlement, et sur le Bénin, où les femmes dénoncent des discriminations à l'égal. Oumou Kalsomba. L'égalité des sexes et l'émancipation des femmes sont indispensables à un développement économique durable. De nombreuses études ont révélé que les femmes sont facteurs de paix et de cohésion sociale. Au cours des dernières années, des avancées ont été observées dans le domaine de la participation politique des femmes. Au Rwanda, par exemple, elles représentent 64% des députés du Parlement. Après le génocide de 1994, la nouvelle constitution, dans son article 76, stipule que la représentation féminine dans tous les secteurs doit être d'au moins de 30%. Toutefois, la réalité est tout autre, notamment dans les domaines de l'éducation et l'autonomisation économique et l'égalité salariale. Par exemple, sur 100 chefs d'entreprise, 95 sont des hommes. Une question se pose: comment faire participer activement la femme à la vie socio-économique malgré cette disproportion? Elles font leur travail de façon satisfaisante. Et surtout qu'elles se complètent avec leurs frères hommes. Et il y a certains aspects qui leur tiennent à cœur, notamment la question de la promotion de la femme, la question des droits de la personne et des droits des femmes, en particulier des enfants. Un autre pays, une autre réalité. Au Bénin, la gente féminine est sous-représentée dans les instances politiques. Sur 1435 élus au niveau des conseils communaux, seulement 65 sont des femmes. Au niveau du Parlement, les femmes ne représentent que 8% des députés. Le combat pour une plus grande participation politique des femmes reste confronté à de nombreux écueils. La preuve, en 2014, le projet de loi instituant un quota pour les femmes dans les institutions politiques avait été rejeté. Nous avons eu une première femme avant la conférence nationale, une seule femme dans un gouvernement de 30 personnes. Après, ça a évolué jusqu'à 8 femmes. On s'est retrouvé avec 4 femmes. Et aujourd'hui, en 2017, 3 femmes dans le gouvernement. Où est la volonté politique ? En Afrique, la participation des femmes à la vie politique est freinée structurellement par des lois et des institutions discriminatoires. Pour y remédier, plusieurs pays ont pris des mesures politiques incitatives. Au Sénégal, en 2010, une loi sur la parité a été adoptée. Au Rwanda, l'adoption de la loi sur les quotas a accru la représentativité politique des femmes. Passer des textes à la matérialisation de ces engagements politiques, c'est à cette aune que la participation politique des femmes sera une réalité dans tous les pays du continent. Alors tout d'abord, Madame Bayache, quel sens donner à cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme? Alors, je risque d'être un peu politiquement incorrecte parce que la mention même des droits accolés à l'égalité me pose problème. Parce que pour moi, c'est un gros piège, cette notion d'égalité, cette symétrie permanente. Parce qu'elle cache un vrai problème, c'est que de toute manière, il y a naturellement, j'allais dire naturellement, mais en fait, culturellement, en tant qu'Africaine, en tant que Congolaise, en tant que Bantou, je n'ai pas été élevée avec cette notion d'égalité, mais plutôt de
j'allais dire la femme est supérieure forcément, ce qui n'est pas faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ça n'évoque rien. Je suis toujours contente de voir que l'on peut rappeler que des femmes ont combattu. Et souvent, ce qui me gêne, c'est qu'on part de l'histoire occidentale, on parle de l'histoire européenne, on parle des combats de femmes d'ici. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ici, mais ma grand-mère n'a pas connu les problèmes de Simone Veil, si vous voulez. Ma grand-mère a eu accès à la propriété avant que les femmes françaises ne puissent voter en 1945. Donc, vous comprenez que ça me gêne. Mais ceci étant dit, je pense qu'il est nécessaire, même en 2017, de rappeler que de nombreux droits, et là on parle de droits, parce que quand on accole droit et égalité, souvent ça me gêne. Parce que le droit, c'est ce qui nous permet de saisir. Si j'ai droit à quelque chose et que ce droit m'est refusé, je peux saisir la justice. L'égalité, je ne vois pas trop à quoi ça renvoie. Alors justement, à ce propos, Madame Voumi, est-ce que vous avez l'impression que cette célébration a conservé sa valeur? Parce qu'on a l'impression, en tout cas en Afrique, qu'il y a beaucoup de personnes qui font un amalgame entre journée de la femme et journée des droits de la femme. Tout à fait. Parce que bon, je pense d'abord il faut dire que le 8 mars, c'est la journée de la lutte des femmes pour leurs droits. Et ça a été établi effectivement au début du siècle dernier, vers 1915, grâce à la lutte des femmes européennes pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, leur lutte et leur participation donc à la construction de la Société des Nations, donc si vous voulez l'ancêtre de l'ONU. Donc c'est à ce moment-là que le 8 mars a été institué donc pour la journée de lutte des femmes pour leurs droits. Donc c'est une journée internationale. Donc c'est vraiment pour montrer la condition, la situation sociale de la femme dans le monde. Alors évidemment, en France, c'est l'égalité des salaires, hommes-femmes, une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari, et l'égalité en politique. Nous venant d'Afrique. Justement, on veut s'intéresser, nous, à l'Afrique aujourd'hui. Voilà. Et on se demande, et je vais me retourner vers Lady, on se demande si en Afrique, la dimension finalement commerciale de cette fête n'a pas pris le dessus. Parce que dans des pays comme le Cameroun, par exemple, on sait que la célébration est devenue l'occasion de recevoir des fleurs, ou alors avec le fameux pagne, je ne vous apprends rien, plutôt que vraiment l'occasion de réfléchir à la lutte menée par les femmes. Alors, je voudrais commencer par citer un homme, ça nous changera un peu en plein 8 mars, un nonagénaire, bientôt en la personne de mon père, le colonel Sylvestre Manque, qui dit, quand on parle de la fête du mouton, on sait ce qui va arriver au mouton. Et le mouton, lui, il a la sagesse de s'en inquiéter. En revanche, lorsque l'on évoque le 8 mars, que l'on désigne comme étant la fête des femmes, elles sont moins inquiètes que le mouton. Si vous voyez où je voudrais en venir. Et pour vous rejoindre dans ce que vous disiez, en effet, vous parliez même de célébration. Peut-être que le mot célébration déjà induit une notion festive qui est peut-être en décalage avec une question de revendication. C'est une date du calendrier pour venir ponctuer une lutte des revendications et pour en revenir à ce qui concerne mon cher et beau pays, le Cameroun, oui, hélas, il faut pouvoir le dire, il y a plus que le décalage, il y a tout ce qui est festif. Les femmes font des revendications, c'est légitime qu'elles fassent des revendications, mais simplement, il n'est pas certain, en ce qui les concerne, qu'elles aient nécessairement percuté sur la question de l'accès aux droits. Ça n'est pas tant les droits seulement, mais l'accès aux droits, à savoir accès à l'éducation, accès à la santé, accès au respect de leur intégrité physique, pour ce qui concerne les femmes. Mais sur l'approche institutionnelle, il me tient quand même à cœur de dire que peut-être que quelque part, c'est aussi entretenu que de dire bon voilà, c'est le 8 mars, mesdames, 3 pailles chacune, 2, 3, 4 bouteilles de boisson, et puis faites la fête un jour. Donc voilà, de part et d'autre, donc à la décharge de ces dames, il y a quelque chose qui est inapproprié. Et il est important de revenir sur ce que disait Elsa à juste titre, c'est vraiment pour ponctuer une date de revendication. Et moi je voudrais rebondir pour ma propre maison, la République démocratique du Congo. Nous savons le prix et la valeur de cette journée par le fait que nous sommes un pays en conflit.
n'est-ce pas, depuis plus de 20 ans. Donc avec des viols massifs à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs centaines de milliers de femmes, avec des réfugiés, donc des millions de réfugiés sur leur propre sol, suite donc au massacre interrwandais de 1994, on n'en est pas encore sorti, et avec des tueries qui continuent. Et donc avec le travail du docteur Mukwege, que vous connaissez à Bukavu, qui reconstitue l'appareil génital des femmes. Donc non, au Congo-Kinshasa, nous connaissons le prix de cette journée parce que tout le territoire est envahi, justement, est vraiment occupé par ces associations de femmes de la société civile qui se lèvent pour lutter contre le viol de masse et l'impunité et toutes les conséquences sociales, et les conséquences sociales à travers les viols que je vais qualifier de civils dans un pays déstructuré. Donc nous, au Congo-Kinshasa, nous connaissons la valeur de cette journée plus que jamais depuis 1994. Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, madame, quant à la question de l'égalité. Alors, ce n'est pas un combat, la question de la lutte, l'engagement en faveur des droits des femmes n'est pas un monde d'hommes contre un monde de femmes, mais une volonté de pouvoir réguler des inégalités sur l'accès aux droits fondamentaux tels que le désigne la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme, il faut souvent le préciser. Oui, non, enfin, je pense que la déclaration qui met l'homme avec un grand H, on a profité pour discriminer, puisque soi-disant tous les hommes naissent égaux en droit et blablabla, sauf que dans les faits, ce n'était pas forcément le cas. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que je ne me reconnais pas dans cette quête d'égalité. Je ne me reconnais pas dans cette quête d'égalité. Je la retrouve très bien et je comprends très bien que les Françaises, j'allais dire... en général. Hein. Non, mais bon, moi je parle de ce que je connais. Je connais pas les Allemands dans un autre féminisme et les Anglaises aussi. Donc je vais parler des Françaises. La notion s'applique plutôt pour l'Occident parce que bon, à la base, non, mais l'Occident c'est trop vague. Il faut qu'on arrête avec ça. Européenne. Même pas, parce que l'Europe n'existe que d'une manière à peu près économique. On va à Londres, le féminisme anglais n'a rien à voir avec le féminisme allemand, qui n'a rien à voir avec le féminisme français. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais la journée reste... Non, allez-y, terminez votre propos, Madame Bayache. Ce que je veux dire, c'est que je ne me retrouve pas. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressée plutôt à une figure militante, féministe, comme Awa Keïta, qui est la créatrice, elle, de la Journée internationale de la femme africaine, qui normalement est célébrée le 31 juillet pendant que tout le monde est en vacances, et donc à laquelle je fais une contribution digitale, parce que contrairement à beaucoup de personnes qui aujourd'hui minimisent un peu l'impact, ce qui m'intéresse moi, c'est de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau des jeunes filles de 20 ans. Parce que je me dis que c'est elles qui vont donner naissance au futur. Alors justement, nous allons revenir sur les défis que devront relever les femmes africaines de demain, mais je voudrais quand même qu'on essaie d'aborder un petit peu les acquis, parce que Lydie, il y a quand même eu quelques acquis ces dernières années, les chiffres le montrent. Justement, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement comme avancée en ce qui concerne les droits des femmes en Afrique? Alors, ce que l'on peut relever, c'est que la question a été prise en compte par les institutions, et cela est toujours important pour chaque femme et chaque homme, même en tant qu'individu, de voir que ce n'est pas une inadéquation personnelle, mais que même les institutions, quand on parle de genre, parfois aussi de manière un peu galvaudée, hélas, mais en tout cas, la notion est là, et les entreprises, les institutions, les États veulent en tout cas signifier qu'ils prennent en compte cet aspect-là. Après, dans l'application des choses, c'est autre chose. Donc, si c'est une question d'avancée, je voudrais juste relever cela. Malheureusement, ce que l'on gagne de la main droite, on le perd parfois de la main gauche, c'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, on va voir que ce qu'on avait gagné, on l'a perdu tout simplement. Mais pour rester sur l'approche macro-sociale, c'est pris en compte et c'est déjà très bien. Et quels sont selon vous, Madame Voumi, les secteurs dans lesquels on a pu enregistrer quand même quelques avancées, et quels sont les pays finalement, puisqu'on voit qu'il y a des écarts en fonction des pays, qui selon vous sont plus avancés en ce qui concerne les droits des femmes en Afrique?
Bon, le droit des femmes, bon, il y a le Rwanda hein, qu'on a cité tout à l'heure. Avec un parlement à 64% constitué de femmes. Bon, parce que suite à l'intermassacre, les femmes se sont retrouvées en grand nombre. Et puis il y a une grande volonté politique. Là, il y a eu une immense volonté politique. Et c'est peut-être cette volonté politique-là qu'il faudrait dans beaucoup de pays. Et je tiens à remarquer, malheureusement, beaucoup de pays sont en conflit en Afrique. Hein, et il y a la famine qui vient, et tout ça, c'est quand même des États assez déstabilisés. Il faudrait une grande volonté politique, mais les femmes sont debout. Les femmes sont debout à travers des associations professionnelles, elles sont très actives. Mais quand on parle d'accès au droit, j'aimerais savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a un pays, parce que c'est ça, peut-être que je ne le sais pas, mais y a-t-il un pays africain où une petite fille ne peut pas aller à l'école parce que c'est une fille? Est-ce qu'il y a un pays où une fille ne peut pas aller à l'université parce que c'est une fille? Est-ce qu'il y a un pays où... C'est ça l'accès, pour moi, c'est ça l'accès au droit. Quand on parle d'accès au droit, en ce moment, c'est essentiellement suite à la résolution 1325 de l'ONU, c'est la participation des femmes, notamment pour parler de paix, parce qu'on tient quand même compte d'une certaine réalité. Bon, dans certains pays d'Afrique, il y a des codes de la famille. Il y a la parité qui est inscrite au Parlement dans la constitution congolaise de Kinshasa et qui a été obtenue de haute lutte par les femmes congolaises. Elles ont participé donc à Sun City en 2000 pour la paix en RDC et ce fut aussi de haute lutte. Je crois qu'il faut aller vraiment sur le terrain pour voir de quoi il s'agit. Mais je comprends très bien ma voisine par le fait que il y a certainement, bon, je vais parler du Congo ou de beaucoup de régions, mais même en Afrique et de par le monde, où les femmes ont beaucoup moins de droits, éventuellement, dans le mariage, par exemple, que certaines autres régions d'Afrique. Par exemple, moi, je ne connais pas ce problème dans aucune des deux régions de mes parents, par exemple. Je voudrais, Elsa, si vous le permettez, je voudrais pouvoir répondre à votre question, madame. En effet, vous parliez du mariage, mais avant que d'en arriver au mariage, il est tout simplement des filles qui ne naissent pas, parce qu'on a identifié que, voilà, on fait déjà un casting, hein, pour utiliser ce mot-là, à la naissance, d'une part. D'autre part, quand c'est une petite fille, son chemin parfois, et là on parle de pesanteur sociale, ça et là, sans vouloir stigmatiser quelque société que ce soit, où on fait le choix d'envoyer à l'école les garçons seulement, parce que les petites filles, il vaut mieux qu'elles aillent en échange de 2-3 chèvres, épouser tel ou tel ancien, parce que c'est comme ça, parce qu'on a besoin parfois de main-d'œuvre, voilà, en tout cas l'explication. Parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Parce qu'on n'a pas de moyens financiers. Et qu'il faut bien choisir, peut-on scolariser tous ces enfants? Peut-on, à quoi cela sert-il de scolariser sa fille? Parce que de toute façon, elle va peut-être ne rien faire de ce qu'elle aura appris, se disent certains parents. Donc il y a ça et là, ces considérations-là, qui font que la question de l'accès à l'éducation, par exemple, est remise en question. Même des actes de naissance ne sont pas établis quand c'est une fillette, par exemple. Merci, Lady. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Politicia. À tout de suite.